Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de relations au travail, notamment sur les délires de persécution, oui ou non. Il faut distinguer deux types de délires de persécution. Premièrement, la présumée victime pense qu'un préjudice lui est fait ou que ce préjudice va se produire. Deuxièmement, la présumée victime pense que son persécuteur a l'intention de lui causer un préjudice. Par ailleurs, afin de tout comprendre et mieux gérer les relations au travail, je vous invite à visionner mes vidéos sur la mise au placard, le harcèlement au travail, être carriériste oui ou non. Les liens se trouvent en dessous de cette vidéo. Tout ça est très important car malheureusement, nous passons la moitié de notre vie au travail. Et l'objectif est donc de faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Comme je disais, il existe donc deux types de délires de persécution. Le premier est celui où la présumée victime pense qu'un préjudice lui a été fait ou va se produire. Cela signifierait qu'elle en a déjà subi les conséquences ou va bientôt les subir. Mais selon moi, le persécuteur n'est pas clairement identifié ici. Je donne un exemple. Le salarié constate que c'est toujours lui qui travaille le vendredi après-midi. Un autre exemple, lorsqu'une note de service est envoyée à toute l'équipe, il serait finalement l'unique destinataire. Et un troisième exemple, lorsque le service est convoqué et non invité à une réunion, eh bien, ce serait tout simplement pour le recadrer lui devant tout le monde. Le problème est que tous les conflits sociaux ont tous commencé par ce type d'interprétation, voire de paranoïa. Mais il ne faut pas non plus oublier de se poser la question qui est: ce salarié a-t-il déjà subi des préjudices à répétition, donc par son supérieur hiérarchique ou sa direction? Car qu'est-ce qui expliquerait cet état d'anxiété, de peur, de souffrance au travail, de paranoïa? Et c'est là où j'arrive en fait à mon deuxième type de délire de persécution qui est que le salarié pense que son persécuteur a l'intention de lui causer des préjudices. Cela signifierait que ce salarié connaît son persécuteur. Donc ce ne serait pas la première fois qu'il agirait ainsi. Mais est-ce que ce salarié, qui est donc une présumée victime, peut-il prouver ses préjudices factuellement? Selon les expériences de mon entourage et les miennes, tout part toujours sur un malentendu, une mauvaise interprétation. Le salarié, lui, s'enfonce dans son idée, son sentiment d'être persécuté, en entraînant dans son sillage celles et ceux qui sont facilement influençables. Ils se sont mal aimés. Mais le salarié n'a pas compris qu'il vient pour faire un travail, pas pour être aimé ou pas pour aimer. Quant au responsable de service, lui, il n'est mis au courant de cette pseudo-souffrance que lorsque il reçoit en fait l'alerte de la médecine du travail. Et si le responsable de service arrive à prouver que cette dénonciation en son encontre est calomnieuse, les salariés concernés sont pénalement jugés et donc encourent une amende de 45 000 € ainsi que 4 ans de prison. Il semble donc important que les salariés communiquent sans tarder, qui s'adressent sans tarder à leur responsable de service, en demandant des précisions, s'il y a des doutes, s'il y a du flou dans des annonces, dans des notes de service, et partager aussi avec lui ses craintes. Quant à vous, responsable de service, afin d'éviter tout conflit, afin d'arriver à ces plaintes auprès de la médecine du travail ou bien pire de l'inspection du travail, laissez la porte de la communication ouverte. Communiquez, expliquez. Ce n'est pas parce que vous expliquez que vous vous justifiez. Au contraire, vaut mieux prendre le temps d'expliquer pour éviter tout conflit. Vous devez aussi veiller à ce que tous les salariés soient traités avec équité. Prenez soin de vous et à bientôt!